APICADEV, Association picarde des aveugles et déficients visuels. Notre association a pour vocation d'aider les malvoyants et les aveugles dans leur vie quotidienne. Notre devise, plus proche, plus humain, plus utile. 2 rue Florimond-Leroux, 80 000 Amiens. Téléphone 03 22 92 52 31. Site internet www.apicadev.fr. Sommaire. Louis Braille. Comment une personne aveugle se déplace? La canne blanche, le chien guide, un accompagnateur, les aides techniques, conseils aux personnes voyantes, l'accès des déficients visuels aux loisirs. Louis Braille est né le 4 janvier 1809 à Couvray, en Seine-et-Marne. Son père était bourrelier. À 3 ans, jouant dans l'atelier familial, le jeune Louis se blesse à l'œil avec une serpette. L'infection qui suit gagne l'autre œil et 1 an plus tard, c'est la cécité. À 5 ans, Braille est définitivement aveugle. En 1819, Louis Braille fut admis à l'école pour aveugles fondée par Valentin Haoui, et cette année-là, le capitaine d'artillerie, Charles Barbier de la Serre, présente aux aveugles sa sonographie, ou écriture nocturne, qui permet aux militaires de tracer et de lire des messages dans l'obscurité. Il s'agit d'un système phonétique d'écriture en points saillants. 2 rangées verticales de 6 points sont utilisées pour représenter les différents sons. Louis Braille a alors 12 ans et n'est pas satisfait. Trop de points, absence d'orthographe, aucun accent, aucune ponctuation, pas de signes pour les mathématiques et la musique. Il propose alors, à l'âge de 15 ans, un code alphabétique construit d'une manière géniale à partir de 2 rangées verticales de 3 points en relief. En 1829, Louis Braille publie un opuscule pour expliquer son écriture. 64 combinaisons donnant toutes les lettres de l'alphabet, les voyelles accentuées, les chiffres, la ponctuation, la notation mathématique et la musicographie. Les élèves de Louis Braille, il devient professeur à l'Institution royale des aveugles à partir de 1826, accueillent cette invention avec enthousiasme. Ils adoptent le braille car ils en vérifient immédiatement la supériorité sur le système classique de représentation en relief des lettres ordinaires. Pour transcrire en braille l'écriture ordinaire, on dispose actuellement de machines électroniques perfectionnées. Mais la tablette primitive de Braille n'en reste pas moins en usage. Louis Braille meurt le 6 janvier 1852 à l'âge de 43 ans. Depuis lors, c'est dans le monde entier qu'on utilise sa géniale invention. Louis Braille est le plus grand artisan de la promotion intellectuelle et sociale des aveugles. L'alphabet en braille. À partir de 6 points en domino, on peut obtenir 64 combinaisons, donnant un système complet d'écriture et de classification par groupe. Signes mathématiques. La lecture du braille. La lecture visuelle du braille ne doit pas poser de problème aux adultes, dès lors qu'ils ont assimilé les 4 groupes de lettres et le groupe des signes de ponctuation. Quelques remarques, cependant, faciliteront peut-être la compréhension pour ceux qui sont peu familiarisés avec ce code. Les lettres étant toutes inscrites dans les 6 points du rectangle,
Il s'ensuit que celles comportant un accent, un tréma, une cédille sont données par des dispositions de points particulières. Cela porte le nombre de lettres de l'alphabet braille à 40 au lieu de 26 pour l'alphabet ordinaire. D'autre part, il n'est en fait nécessaire d'apprendre que les 10 premières combinaisons qui constituent le premier groupe. En effet, il est à noter que dans le premier groupe, seuls les points 1, 2, 4, 5 sont utilisés. On ajoutera aux 10 combinaisons du premier groupe le point 3 pour constituer les lettres du deuxième groupe, les points 3 et 6 pour constituer les lettres du troisième groupe, le point 6 pour constituer les lettres du quatrième groupe. Tandis que l'écriture des voyants comporte plusieurs sortes de tracés, minuscules, script, imprimerie, etc., l'écriture braille n'a qu'une seule présentation. La première lettre d'une phrase ou d'un nom propre est précédée du signe particulier majuscule, point 4, point 6. Exemple, IRF. I égale point 4, point 2. R égale point 1, point 2, point 3, point 5. F égale point 1, point 2, point 4. F égale point 1, point 2, point 4. Comment se déplace une personne aveugle? Plusieurs possibilités pour qu'une personne aveugle se déplace. La canne blanche, un chien guide, un accompagnateur. La canne blanche. Définition. La canne blanche est une aide technique proposée aux personnes déficientes non-voyantes et aux personnes malvoyantes sous certaines conditions. À quoi sert-elle? Elle possède plusieurs fonctions. De signalement, son but est d'avertir les autres, passants, automobilistes, que la personne a un problème visuel et qu'il faut donc être plus vigilant et attentif. Elle peut favoriser la demande d'aide. Elle permet la reconnaissance du statut de personne handicapée. De contrôle, elle rassure la personne en situation particulière, marche, reflet. De protection, elle est utilisée en intérieur et permet d'éviter de toucher les obstacles directement. De détection, la plus complexe et la plus complète. Elle permet d'explorer l'espace situé immédiatement devant la personne, de déceler les obstacles bas et par son toucher, de donner des informations sur la nature du sol, pouvant servir de repère par exemple. Elle peut aider la personne déficiente visuelle à libérer son attention du sol. D'appui, elle n'a pas la fonction de détection, mais associe celle d'appui et de signalement pour des personnes ayant des troubles de l'équilibre. Descriptif technique. Il existe plusieurs types de cannes. Des particularités existent quant au type de poignée, au type d'embout, aux matériaux, à la couleur, blanche ou jaune, la longueur, l'apprentissage. Si une préconisation de canne blanche est faite, la personne peut bénéficier de séances de locomotion. Qui préconise la canne blanche? Lors de l'attribution de la carte d'invalidité, la MDPH peut être amenée à faire apparaître une mention. La mention canne blanche est supprimée depuis la loi de février 2005. Cécité étoile verte est réservée à ceux dont la vision bilatérale est nulle ou inférieure à 1/20. Cependant, les instructeurs de locomotion sont habilités à définir le type de canne, quel en sera l'usage, et de proposer un apprentissage si nécessaire. Prescription médicale.
c'est l'ophtalmologiste ou le médecin traitant de famille qui va faire la prescription médicale de l'aide technique qu'est la canne blanche pour la personne malvoyante ou aveugle. Il rédige le certificat médical de la façon suivante: une canne blanche longue ou bien une canne blanche d'appui. Le chien guide. Le chien guide d'aveugle est un chien dit d'assistance qui, comme son nom l'indique, assiste la personne handicapée visuelle dans son quotidien. Pour ce qui est du chien guide d'aveugle et de malvoyant, c'est un chien, le plus souvent de race Golden Retriever, Labrador ou Berger allemand, qui aide la personne aveugle ou malvoyante dans ses déplacements. Ainsi, le chien est tenu par un harnais spécial, avec une sorte de anse que la personne tient. Le chien guide fait éviter à son maître tous les obstacles, qu'il s'agisse de poteaux, plots, voitures garées sur le trottoir, piétons et même les objets en hauteur, comme les volets non rabattus ou encore les portières de voitures ouvertes. Le chien guide d'aveugle peut retenir un certain nombre de trajets. Lors des déplacements, le chien, connaissant le lieu où il se trouve et le lieu de destination, peut conduire son maître sans que celui-ci ait à lui donner des ordres de direction. Un chien guide d'aveugle signale également à son maître les trottoirs, les marches d'escalier et les passages piétons en marquant un temps d'arrêt attendant l'ordre de son maître. Il est aussi capable de trouver, sur ordre de son maître, une porte, une bouche de métro ou un arrêt de bus, un passage piéton, une boîte à lettres, un banc, une sortie, un escalier. Une cinquantaine de mots lui est appris, aussi bien des ordres de direction, tout droit, à gauche, à droite, demi-tour, que des ordres de recherche. Chercher le passage piéton, une poignée de porte, le comptoir d'un magasin, une poubelle, un siège dans le métro. Le chien guide d'aveugle est également capable de se faire oublier. Au travail, il reste calme, à sa place. Il n'embête pas son maître. Il attend simplement que celui-ci ait fini. Le chien guide d'aveugle est aussi formé pour savoir prendre des initiatives pouvant parfois sauver la vie de son maître. La désobéissance du chien à un ordre de son maître qu'il estime dangereux est une chose que l'on enseigne au chien guide d'aveugle. Un exemple concret: sur un ordre de direction qui amènerait le maître à tomber dans un trou, le chien se couchera pour signaler le danger. Le maître, grâce à son chien guide, gagne en sécurité, vitesse et autonomie, sans compter que ce sont des chiens très attachés à leur maître. Il reste des chiens malgré tout, avec tout ce que cela implique: promenade, vétérinaire, moments de détente et de jeu, besoins, nourriture, toilettage et affection. Pour information, ce que beaucoup de gens ignorent, les chiens guides d'aveugles sont admis absolument dans tous les lieux publics. Restaurants, salles de spectacle, magasins, universités, transports en commun, médecins, hôtels et même dans le train et dans l'avion où il voyage en cabine avec son maître, et c'est absolument gratuit. La loi prévoit un article qui stipule qu'en cas de refus, il y aura plainte et amende contre l'établissement fautif et une amende double en cas de récidive. Le maître peut également porter plainte pour discrimination. Je rappelle que le chien guide d'aveugle est remis gratuitement à la personne handicapée visuelle par l'école qui ne fonctionne que grâce à la générosité de chacun. De plus, attention, les écoles de chiens guides d'aveugle ne font pas de démarchage à domicile. Méfiez-vous des escroqueries. Un accompagnateur. Une personne voyante peut guider une personne aveugle, mais il est vivement conseillé à la personne aveugle d'avoir sa canne blanche déployée afin de signaler aux autres personnes son handicap. On appelle locomotion un ensemble de techniques qui permettent à une personne déficiente visuelle de se déplacer en toute sécurité. L'utilisation de la canne, l'analyse des trajets ou l'apprentissage des techniques de traversée nécessite une formation spécifique. C'est le rôle de l'instructeur en locomotion. La technique de guide, qui consiste à aider un malvoyant à se déplacer, est une technique extrêmement simple que tout le monde peut apprendre et mettre en œuvre.
Ça nous permet, nous, d'expliquer 2 ou 3 choses à un voyant, qui peut nous guider n'importe où avec 2 ou 3 notions, notamment dans les lieux publics, des choses comme ça. On va maintenant aborder la position de référence de la technique de guide. Par quel bras préfères-tu être guidé? Le bras gauche. À gauche. À ce moment-là, le guide se met un pas devant la personne, légèrement décalé. La personne vient tenir le guide au-dessus du coude, ce qui lui permettra d'avoir un meilleur ressenti. On y va? On y va. La technique de guide est basée sur ce que l'on appelle des codes corporels. Cela signifie que c'est par son propre comportement que le guide indique aux déficients visuels qu'un obstacle se trouve sur son chemin. On compte 3 codes corporels. Le ralentissement indique un changement de direction, une modification de la nature du sol ou permet d'attirer l'attention sur un petit obstacle. L'arrêt est utilisé avant d'aborder une bordure ou un escalier, voire un escalator. Lors d'un passage étroit, la technique consiste pour le guide à passer son bras derrière le dos afin d'amener la personne guidée à se tenir juste derrière lui et à évoluer ainsi en toute sécurité. La technique de guide, grâce à ces 3 codes corporels, permet de maintenir une conversation sans forcément prévenir de chaque danger, de chaque dénivelé. Chaque code corporel, donc l'arrêt, le passage étroit et le ralentissement, met suffisamment la personne en éveil. Là, notre rythme de marche est régulier, mais on va bientôt aborder un changement de sol. On va devoir ralentir, tout comme lors des changements de direction ou lorsque le sol est accidenté. Je vais ralentir car on tourne à droite. En cas de demi-tour, c'est le guide qui tourne toujours autour de la personne. Il y a une poubelle sur le trottoir, on n'a pas suffisamment de place pour passer côte à côte. Donc je vais t'emmener derrière moi en passant mon bras dans mon dos. Oui. On passe à côté de la poubelle et on est reparti. On va maintenant voir le passage étroit, notamment ici une porte. Donc je vais vous emmener derrière moi. Je passe mon bras derrière mon dos. Et voilà. Là, on va faire attention, il y a des branches d'arbres qui tombent. Je vous emmène derrière moi. On va faire attention, là il y a une poubelle, je vous emmène derrière moi. Et on est reparti. Il y a des branches d'arbres. Ok. Salut Laurent. Bonjour Mathilde. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Alors, on est dans mon couloir. On peut pas passer côte à côte, donc je t'emmène derrière moi. Ça va? Oui. Tout va bien, il fait bon. C'est vrai. Hop, on peut se remettre côte à côte, on tourne à gauche et on va aller s'asseoir. Je te présente le siège. Je mets ma main sur le dossier et tu peux longer mon bras guidé. On va traverser, on va prendre les lignes à gauche. Oui. Je vais m'arrêter au bord du trottoir. Tu as un pas à plat à faire. Moi, je descends la bordure. Et ensuite, tu descends ta bordure. On y va ? De même pour la remontée, un pas à plat à faire. Et ensuite, tu montes la bordure. On va maintenant voir le code corporel qui nous permet d'aborder la descente des escaliers. Soyez particulièrement vigilants en vous approchant de la première marche. On descend ? On descend. Il est important de s'adapter au rythme de la personne que l'on guide. Lorsque je m'arrêterai, Valérie saura qu'elle n'a plus de marche à descendre.
et on repart avec notre rythme de marche normal. Je m'arrête au nez de la première marche. Au moment où je monte, tu vas sentir mon bras monter. Oui. Tu devras faire un pas à plat avant d'enchaîner les différentes marches. D'accord. On y va? Oui. Je monte un pas à plat et on est parti. Arrivé en haut de l'escalier, lorsque je m'arrêterai, c'est que tu n'auras plus de marche à monter. On a un palier. On va arriver au trottoir. Donc je m'arrête à la bordure. Tu as un pas à plat à faire avant de la descendre. On y va? Pour la remontée, il en est de même. Je m'arrête, tu as un pas à plat à faire et tu la montes. Et on fait la même chose. Je m'arrête au nez de la première marche, un pas à plat et tu descends. On va aborder un escalier. Je m'arrête au nez de la première marche. Tu as donc un pas à plat à faire avant de descendre ces escaliers. On y va? C'est indispensable de passer par toutes ces étapes, que ce soit la canne pour moi qui suis pas encore, qui suis pas non-voyant mais malvoyant, et puis la technique de guide, et après vient le chien. Ces trois éléments distincts et qui viennent se compléter selon les moments de la journée, les situations. On n'a pas toujours le chien, on n'a pas toujours la canne. Le fait d'être guidé, c'est déjà mon attention est moins sollicitée parce que je sais qu'il y a quelqu'un à côté de moi pour m'aider. Mathilde, tu peux me montrer la technique pour faire demi-tour? Oui, si tu veux, c'est très simple. Tu ne bouges pas et je tourne autour de toi. Ah oui, d'accord. Et on est reparti. Les aides techniques. Les synthèses vocales qui permettent aux aveugles d'utiliser un ordinateur comme un voyant, frappe de courrier, envoi d'email, MSN, etc. Les téléphones portables avec synthèse qui permettent de composer un numéro, l'écoute de ces SMS, d'en envoyer un, etc. Les machines à lire qui permettent à la personne aveugle de lire leur courrier. C'est une machine qui se compose d'un scanner, d'un logiciel de reconnaissance de caractères et d'une synthèse. Il existe une multitude d'autres petits appareils pour aider les non-voyants, comme les montres parlantes, les pèse-personnes parlants, les appareils qui disent les couleurs, les micro-ondes, etc. Conseil aux voyants. Je peux mesurer la distance entre voyants et non-voyants, et je voudrais aujourd'hui contribuer, sinon à la réduire, du moins à mieux la comprendre, offrant ainsi quelques clés au passage. Je vous propose de passer en revue les situations où voyants et non-voyants peuvent s'entraider. Car s'il est difficile aux voyants de s'adapter aux besoins spécifiques des aveugles, il faut se dire qu'il ne va pas de soi pour cet aveugle de prendre en compte les repères habituels et les réactions spontanées des voyants. L'un et l'autre doivent faire un effort pour communiquer. Il faut être naturel mais aussi attentif, avoir autant d'imagination que de bon sens. La générosité va généralement de soi, l'humour est vivement recommandé. Parler, c'est primordial. Le premier contact avec quelqu'un, c'est généralement un petit signe, un sourire. Essayez la même chose avec des mots, faites-vous connaître. Un simple bonjour ne suffit pas. Il m'est arrivé de rencontrer quelqu'un à l'entrée de mon immeuble, de prendre l'ascenseur avec lui, et de m'apercevoir au final que chacun ouvre sa porte sur le même palier. C'était donc mon voisin. Lui, bien sûr, il m'a reconnu, mais pas moi. Vous présenter autorise l'aveugle à échanger avec vous, ce qu'il n'osera pas faire sans y avoir été invité. Car si bienveillante que soit l'expression de votre visage, il ne la voit pas. Dites ce que vous faites.
Parler, c'est important partout, dans la rue, à l'intérieur d'un immeuble ou d'un magasin. Parlez afin que votre intervention soit compréhensible et acceptée plutôt que subie. Combien de fois ai-je été dévié de ma trajectoire par un passant sans savoir pourquoi? Tandis qu'il accomplit la manœuvre qui m'évite sans doute un choc ou une chute, pas un mot. La soudaineté, parfois impérieuse, avec laquelle je suis manipulé me perturbe. En pensant prendre le contrôle d'une situation qu'il juge délicate ou dangereuse pour moi, ce passant a pris le contrôle de ma personne. Je suis aveugle, pas inanimé. Ce qu'il fallait faire, m'avertir. « Attention, monsieur, il y a une poubelle devant vous. Puis-je vous aider ?» L'empressement muet et parfois fanatique des gens vis-à-vis d'un aveugle peut prendre des tournures drôlatiques et parfois inquiétantes. Certains craignent la contagion bien connue de notre mal et s'emparent d'une manche de notre veste pour nous déplacer. D'autres diagnostiquent une panne d'essence et nous poussent par l'arrière. Le plus stupéfiant est sans doute d'être dirigé par la canne qui fait alors office de laisse, à moins qu'on ne la confonde avec la perche du remonte-pente sur une piste de ski. Ces comportements peuvent paraître caricaturaux, et pourtant ils ne sont pas exceptionnels. La maladresse des voyants est liée à leur méconnaissance des véritables besoins de l'aveugle. Le plus simple, c'est donc de proposer son aide au lieu de l'imposer en parlant le premier. L'aveugle vous confiera sans complexe le mode d'emploi, pourvu que vous osiez le lui demander. Parlez normalement. Les non-voyants se servent de tous les mots du dictionnaire. Ne vous censurez pas pour ménager une susceptibilité que vous imaginez et qu'ils ne ressentent absolument pas. Vous penserez peut-être faire preuve de délicatesse en évitant les mots qui se rapportent de près ou de loin à leur handicap. Or, vous risquez ainsi de compliquer à outrance la communication et d'instaurer un malaise qui n'existait pas. Les personnes aveugles emploient tout aussi étourdiment que les personnes voyantes des automatismes de langage comme « tu vois »,« t'as vu »,« à vue d'œil », etc. et diront tout naturellement qu'ils ont vu à la télé ceci ou cela. La marche. Pour qu'un aveugle se guide d'après vous, le mieux est de lui offrir votre bras, de préférence le droit, afin de laisser libre et opérante sa propre main droite, celle qui la plupart du temps tient la canne. On fait l'inverse pour un gaucher. Pensez combien il est plus agréable de suivre le mouvement d'une personne plutôt que d'être tiré par elle et combien c'est plus efficace, dans un magasin ou une administration. La plupart des informations sont visuelles. Un voyant repère tout de suite la file d'attente, la progression des clients, et quand c'est son tour, ou si la vendeuse ou l'employé sont prêts à le servir ou à l'écouter. Le mieux est donc d'indiquer au non-voyant la fin de la file, de lui dire d'avancer au fur et à mesure que c'est possible, enfin de lui signaler quand c'est son tour. Certaines vendeuses deviennent muettes d'embarras en découvrant un aveugle devant elles. Encore une situation difficile, et toujours une seule ressource, la parole. Au chapitre des indications, je signale aux automobilistes qu'un appel de phare a peu de chances d'attirer l'attention d'une personne aveugle. Klaxonner n'est pas non plus très explicite. L'idéal est de baisser la vitre et de parler. Réunions et réceptions. Il est bien hasardeux de reconnaître une personne à sa voix lorsqu'elle se trouve parmi des dizaines d'autres, puis de se diriger vers elle. On peut l'appeler, certes, mais cela manque d'élégance. Vous me rendrez donc un service appréciable en prenant l'initiative de vous déplacer vers moi. Sinon, je me débrouille en avançant dans la pièce au gré des conversations. À table. Ce n'est pas si problématique. Il suffit d'annoncer le contenu de l'assiette et la place des ustensiles. Les couverts permettent aisément de faire le tour des aliments. Évitez d'avancer un morceau de pain en disant « Tiens ». Posez-le plutôt en précisant « Devant l'assiette, à droite », par exemple. Si vous voulez être vraiment sympa, détaillez pour l'aveugle le contenu d'un plat où sont disposées diverses sortes d'aliments, des amuse-gueules par exemple. Cela lui évitera de se forcer à avaler poliment des aliments qu'il n'aime pas ou de devoir en remplir subrepticement ses poches. Il est crucial pour un non-voyant de retrouver les objets à la place où il les avait mis. Il faut donc ne pas les déplacer sans l'avertir. Il m'arrive souvent de chercher pendant longtemps quelque chose qui n'est plus à sa place, puis de découvrir que c'était à côté de moi. Je ne voyais pas cet objet si proche. C'est par le toucher que nos routes se sont croisées de nouveau. Si vous laissez quoi que ce soit dans un passage, sachez que cela va se transformer en obstacle.
J'enrage régulièrement contre les portes laissées entr'ouvertes. Je ne me suis pas méfiée et j'en prends encore une en pleine tête. En arrivant chez moi un soir d'hiver, il y a de fortes chances pour que vous trouviez mon appartement plongé dans le noir, tout comme moi. Vous allumez donc en arrivant, ce qui est normal, puisque je n'y pensais pas. J'oublierai probablement aussi de vous demander d'éteindre en partant. Si personne n'y pense, la lumière restera allumée pendant plusieurs jours, avant qu'un nouveau visiteur ne m'en fasse la remarque. L'accès des déficients visuels aux loisirs. Il ne faut pas croire qu'être mal ou non-voyant nous prive de la faculté d'avoir des loisirs. En effet, de nombreuses activités socio-culturelles sont tout à fait possibles pour les déficients visuels. Commençons par les activités dites physiques. De nombreux clubs sportifs, affiliés à la Fédération française handisport, accueillent les déficients visuels. Ainsi, un mâle ou non-voyant peut faire de l'athlétisme, du tandem, de la natation ou d'autres sports nautiques, de l'équitation, du judo, du tir à l'arc ou autres armes, du ski, entre autres. Certaines disciplines sont spécifiques aux déficients visuels, tels que le foot à 5, également appelé cécifoot, le torbal ou encore le showdown, qui est un croisement entre le tennis de table et le hockey. Bien sûr, la danse est également tout à fait envisageable pour une personne déficiente visuelle. De nombreux cours de danse sont ouverts aux mâles et non-voyants, notamment ceux proposés par l'association Acajou à Paris. Cette année, la Maison de la Culture d'Amiens propose un atelier mensuel d'expression corporelle réservé aux déficients visuels. Par ailleurs, évidemment, les déficients visuels peuvent largement s'exprimer dans le domaine des arts plastiques. Plusieurs ateliers de poterie ou de sculpture leur sont ouverts dans différentes régions. Pour les amateurs de littérature, de très nombreux ouvrages existent en braille et en audio. De multiples bibliothèques sonores ont été créées, à commencer par l'association des donneurs de voix ou la bibliothèque sonore du groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes, qui contient des ouvrages plus spécifiques dans certains domaines précis, tels que le droit, l'histoire, la philosophie, les sciences, etc. L'association Valentin Aoui possède une bibliothèque sonore, mais également une bibliothèque braille relativement fournie. Concernant les enfants, l'association Bibliothèque Braille Enfantine prend le relais. Des librairies en grand caractère et sonores existent également. Évidemment, pour les amoureux de la musique, l'association Valentin Aoui dispose aussi d'une bibliothèque braille musicale conséquente. En outre, le SIVEM, service d'aide à l'intégration de personnes déficientes visuelles dans les lieux d'enseignement de la musique, permet aux enfants et adultes aveugles ou malvoyants d'intégrer le lieu d'enseignement de la musique de leur choix en les accompagnant de leur pratique musicale et en conseillant le professeur. Si le déficient visuel ne peut pas être acteur, mais spectateur de son loisir, il peut aller au théâtre ou à l'opéra, où le procédé d'audio-description commence à se répandre. En effet, de nombreux théâtres et opéras parisiens et régionaux, en collaboration avec l'association Accès Culture notamment, adaptent leurs représentations en fournissant un casque aux spectateurs déficients visuels pour qu'ils puissent entendre la description faite des éléments visuels nécessaires à la compréhension du spectacle. Ce procédé d'audio-description se pratique également au cinéma, comme à l'Arlequin à Paris, et à la télévision, notamment sur la chaîne Arte. À terme, il faut noter qu'un certain pourcentage de programmes télévisés aura l'obligation d'être disponible en audio-description. D'un autre côté, les musées permettent aussi un meilleur accès des déficients visuels à leurs collections en mettant en place des visites guidées et commentées et en laissant le visiteur, mâle ou non-voyant, toucher certaines œuvres. En conclusion, ce n'est pas parce que nous sommes déficients visuels que nous devons être exclus du domaine culturel. Bien que ce petit tour d'horizon ne soit pas exhaustif, on constate que de nombreuses activités sont d'ores et déjà possibles pour nous dans ce domaine, et il faut espérer que ce nombre n'ira que croissant. Ce texte a été écrit par Céline Goncalves. Lu par Patricia Pontier. Texte Hubert Ossard.
Réalisation Apicadef.